Bonsoir Denis Péchanski. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire. Demain sort ce livre dont tout le monde parle depuis 15 jours au moins maintenant. Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf. Vous avez fait partie du groupe d'historiens qui a travaillé pour Fayard sur cette édition pendant au moins 6 ans. Est-ce que vous avez hésité à accepter cette mission ? Mais pourquoi ? On est historien, on doit travailler sur les ouvrages qui nous semblent importants, qu'il faut faire connaître. Et évidemment, ça s'appelle appareil critique. Alors les gens, quand ils entendent critique, on espère bien critique. Non, appareil scientifique, c'est ça qu'il y a derrière. Comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a un appareil de notes, il y a des introductions, il y a des chapitres qui sont ouverts. On essaye de faire comprendre finalement ce qu'était ce document, qui est un document fondamental. Il y a le Mein Kampf de Hitler. Se dire qu'on pourrait passer à côté du texte écrit par celui qui donne son nom au régime et qui va emporter les foules allemandes, on pourra y revenir dessus, mais c'est une clé majeure, d'où la nécessité, évidemment, d'entourer tout ça de notes, d'intro, tout ce qui est nécessaire. Oui, on va regarder justement l'intérieur. Vous parlez effectivement de notes, d'intro. Alors on peut regarder, pour ceux qui le découvrent évidemment, puisque de toute façon il n'est pas disponible avant demain, et en plus pas n'importe où, puisque ça sera pas accessible en librairie, il faudra le commander, etc. Et pas à n'importe quel prix, puisque c'est quand même à 100 € le livre, et c'est volontaire. Voilà, 3,6 kg cet ouvrage. Le texte original qu'on voit au milieu, qui est le texte central d'Hitler, et il est bordé de notes, finalement entouré de toutes les notes critiques, les éclairages, les décryptages, comme s'il fallait littéralement circonscrire le brûlot. Et circonscrire le mal. C'est exactement la symbolique qu'il y a derrière, et c'est exactement d'ailleurs ce qu'avançait mon ami Serge Klarsfeld quand il évoquait la sortie de cet ouvrage. Il fallait le border, il fallait expliquer, parce que tout seul... Vous savez, l'édition française, elle existe depuis 1934. L'édition allemande, c'était interdit, juste après la guerre évidemment, et c'est simplement au milieu des années 2000 qu'ils ont décidé de faire une édition allemande absolument remarquable, d'ailleurs une édition scientifique. Ils ont travaillé aussi avec des historiens et tout un appareil critique. Toujours la même logique, sauf que nous, on avait des éditions papier. On découvre tout d'un coup qu'il y a Mein Kampf, mais on avait une édition depuis 1934 qui existait. Pas cette édition. Et évidemment du tout, pas cette justement. édition. C'était une édition tenue par une maison d'édition d'extrême droite qui prenait en plus une traduction qui était retravaillé pour les Français en évitant les attaques trop frontales contre la France qui se trouvaient dans Mein Kampf. Et puis en plus, comme le style est quand même très râpeux, eh bien on a un peu aménagé tout ça. Donc c'est terrible parce qu'on a cette édition. On a là depuis 2-3 ans, on a une édition qui est sortie dirigée par un néo-nazi. Et c'est ça qu'on offre. On va sur Internet, on appuie sur un bouton et on a l'édition PDF. Alors les collègues... c'est vraiment de ne jamais laisser seul le lecteur avec Hitler. Bien sûr, il faut donner des clés d'analyse, parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez en faire ? C'est la meilleure arme anti-fake news, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est une façon scientifique de s'attaquer aux fake news. Alors les collègues qui ont fait ce travail-là, moi je fais partie du conseil scientifique qui a bordé, en l'occurrence, l'opération et essayé d'accompagner au mieux que je pouvais. Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, dans ce travail-là ? D'être confronté à un texte qu'il faut garder. L'ami Manoni, qui est le traducteur. Olivier Manoni, le traducteur de ce texte-là. Lui, son problème, c'était, il dit mon problème, c'était de traduire en mauvais français un texte en mauvais allemand. C'est mal écrit, et en même temps, ça a été un facteur à la fois... Parce qu'en fait, il y a 2 moments dans Mein Kampf. Il a été écrit alors qu'il était en prison au milieu des années 20, et puis là, dans les 2-3 années, jusqu'à la prise de pouvoir, c'est un instrument de mobilisation de ses troupes, de son parti. C'est en interne, en quelque sorte, parce que le leadership d'Hitler n'était absolument pas affirmé à ce moment-là. Donc il a besoin de ça, et ce livre va lui servir à ça. Et le deuxième moment, quand
il arrive au pouvoir, ça va être un facteur extraordinaire de mobilisation de la société allemande. Ça va être offert lors de tous les mariages, enfin bon, à toutes occasions, 12 millions d'exemplaires quand même au total. Et c'est au cœur de ce qu'on appelle le Führerprinzip, c'est-à-dire que cette dévotion envers Hitler, qui est vraiment le cœur du nazisme. Et d'ailleurs, Johann Chapoutot, historien reconnu, revient du coup sur ce que vous dites et sur l'intérêt ou pas de rééditer cet ouvrage en disant finalement ça n'aide pas à comprendre le nazisme parce que ça sacralise le livre et la pensée d'Hitler mais qui ne résume pas à elle seule finalement. Oui, alors j'ai un problème avec mon collègue Johann Chapoutot, c'est que il faisait partie de la première équipe où il devait y avoir une édition light en 2011. Ensuite, il a été contre. Troisième position, il était pour une édition en ligne. Et maintenant, il est contre. Donc je voudrais savoir, bon, on va dire qu'il est contre, mais je veux dire de dire honnêtement que ça ne sert à rien de lire Mein Kampf pour comprendre ce qu'est le nazisme est un peu limite. Comment peut-on entendre ça? C'est comme si on disait, moi je suis historien de Vichy, vous voyez, ah bah oui, on ne va pas lire les textes de Pétain et les textes de Laval parce que ça n'apprendrait rien à la connaissance de Vichy. C'est pas possible. Ça, c'est dangereux. Ah oui, ça c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on banalise le rôle des leaderships, de ces personnalités qui entraînent le peuple. C'est ça le problème. On est au cœur d'un problème historique qui dépasse évidemment les années 30. Le nom d'Adolf Hitler n'apparaît nulle part sur cette couverture. C'est volontaire ? Oui, bien sûr, c'est volontaire. C'était d'abord parce que même l'édition allemande ne présente pas le nom d'Hitler comme auteur. Il était important de montrer que les auteurs de l'ouvrage, c'est Florent Braillard, c'est Andreas Wirsching. Et Wirsching. Et alors Wirsching, c'était le côté allemand parce que on a beaucoup travaillé avec l'édition allemande. Florent Braillard, c'est le côté français, le maître d'œuvre de l'opération. Et c'était important de montrer que c'était eux qui faisaient ce travail-là. L'édition allemande, ils ont eu le même problème. Ils ont résolu de façon différente, mais c'est la même logique. Ils ont dû une édition critique, le Mein Kampf d'Hitler. C'est ça, historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf. C'est la même logique. Mais l'ancien ambassadeur israélien en France, Elie Barnavi, lui, qui est pour cette réédition, regrette que justement ça ne soit pas davantage assumé en disant mais en fait le nom d'Hitler doit apparaître et le titre aussi. Je veux dire, honnêtement, mais Elie, bon, c'est un ami, s'il veut, oui, mais c'est pas le fond du débat, honnêtement. On voit bien ce qu'il y a derrière, le fait de ne pas le mettre. Bon, tout le monde sait que c'est Mein Kampf et que c'est Hitler qui est derrière et que ça va nous permettre de comprendre le nazisme. Alors, il y a d'autres choses qui permettent de comprendre le nazisme. Il y a d'autres publications. Moi, j'ai décidé à un moment donné, quand j'étais directeur de collection, j'étais envie de publier le journal de Goebbels. Enfin, 4 volumes en français sur les 35 de l'édition allemande. Bon, personne ne m'a posé de problème. Et en plus, c'était avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et là, vous l'avez noté sans doute, mais tous les droits vont aller à la Fondation Auschwitz-Birkenau et tous les éventuels bénéfices. Oui. Est-ce que tout le monde peut lire ce livre dans le sens où vous parlez vous-même d'un texte illisible, traduit comme tel, de façon volontairement illisible, puisque c'est comme cela qu'avec une pensée et un style chaotique et médiocre. À qui s'adresse ce livre? Est-ce qu'il faut le mettre entre toutes les mains? Honnêtement, vous voyez un antisémite ou un islamiste se balader dans les rues de Paris avec 3,8 kg à la main d'un côté, les 4 volumes de Goebbels de l'autre en disant... Bon, c'est clairement, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux historiens qui s'intéressent au sujet, aux historiens du contemporain, et puis aux pédagogues. Et aux jeunes? Ben oui, parce que par les profs ne disposent pas de ça. Ils avaient l'édition française. Ils avaient la fausse édition. S'ils veulent travailler sur Mein Kampf, maintenant ils ont de quoi. Eh bien, merci Denis Panchanski. Merci à vous et pour cet éclairage important et toutes ces années de travail minutieux. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir Mali, l'ultimatum de Macron. Bonne émission à vous, à demain. Merci.